télévision, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International. Vous suivez votre émission Outre-mer, le panel qui est là pour servir le peuple congolais. Alors que dans la partie orientale, les incursions continuent, la population subit la guerre imposée par les Rwandais aujourd'hui via ses alliés AFC M23. C'est pourquoi les conseils de sécurité des Nations Unies, alors là ils ont pointé du doigt Paul Kagame pour son soutien militaire au groupe rebelle AFC M23. La question se pose, est-ce que le président Tshisekedi a-t-il piégé la puissance des États-Unis d'Amérique, ou bien il tourne autour du pot au lieu de voir la situation de près? Nous allons prendre quelques questions autour de ces grands débats républicains. Nous sommes en direct, vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer, vous pouvez nous appeler en nous interrompant ou soit nous écrire. C'est une émission interactive. Alors, pour en débattre et en parler, nous recevons sur ce plateau M. Soulé Academia et Mango Mango. Vous les connaissez très bien, communicateurs de l'ACP dirigé par Gentini Gobila, parti de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie aussi de mon côté. Merci pour ces grands plateaux de l'émission Panel. Je crois que ça fait un bout de temps que je suis ici. Laissez-moi, comme à la coutume, saluer le président de la République. Tous mes encouragements à son endroit. Tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un à encourager chaque fois. Surtout que nous cherchons à ce que ce pays sorte de l'angoisse, toutes sortes de maux. En tout cas, je dois aussi saluer l'homme de la science, monsieur la science, son excellence Chantini Ngobila Mbaka, l'autorité morale, président national de mon parti politique, Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle. Et je vais peut-être chuter en saluant, en souhaitant un jovial anniversaire à une dame de fer, une grande dame, je l'appelle la distinguée, Rachel Mitongo Kalo, que je salue. Aujourd'hui c'est ton jour. Je sais que Dieu t'a béni, Dieu t'avait déjà tout donné et nous allons continuer le combat ici sur terre. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et en face de vous, vous avez Monsieur Serge Taboko, qui est un habitué de cette émission. Vous le connaissez aussi très bien. Lui est de l'ECD de Martin Fayoulou. Monsieur Serge, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. La joie est partagée, chers compatriotes du GM. Sinon, mais apparemment le micro est allumé. Mais là c'est bon. Ça va? Mais c'est allumé, non? Non, c'est bien, ça va. Allô? Ok. Je vous en prie, je disais que la joie est partagée. Sinon, nous disons merci à Dieu, grâce à lui que nous sommes là. Malgré la situation chaotique qui traverse le Congo, on a encore des énergies disposées pour venir apporter notre petite pierre. Puis en ce moment, tout le monde est désarticulé, les esprits sont chauffés, donc les impenses fuient. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nous qui avons demandé à Dieu d'être Congolais, c'est Dieu par sa souveraineté qui a voulu que nous soyons Congolais. Nous ne pouvons pas fuir, laisser ces pays. Et si on viendra nous tuer, nous sommes là. Donc voilà. Sinon, je salue également les co-débatteurs. J'ose croire que l'émission d'aujourd'hui sera centrée pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ainsi s'ouvre ce grand débat républicain. Le cash viendra. Vous aurez les deux numéros affichés en bas de vos écrans pour créer une interaction. On va commencer par M. Soulé Academia et Mango Mango, qui est de l'ACP. Alors, les conseils de sécurité des Nations Unies ont pointé du doigt les Rwandais, Kagame en personne, d'être derrière les hostilités qui ont fait à ce que l'Ouvira tombe. Et en même temps, on pense que le président Tshisekedi n'arrive pas à prendre des décisions rigoureuses, responsables pour contrer Kagame, qui jusque-là n'affiche pas l'idée de quelqu'un qui veut la paix, alors que la RDC reste contemplative.
Jean Miema, mon cher journaliste, je ne crois pas que la RDC peut rester en train de contempler tout ce qui se passe. Je sais que nous nous mettons au travail. Au travail, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi, le président de la République, et ses siens, son gouvernement bien sûr, sont en œuvre. Pourquoi j'ai dit ça? Depuis tous ces temps, depuis 30 ans, nous avons connu que des guerres, d'agressions à notre endroit, la RDC. Et Félix Tshisekedi vient au pouvoir, trouve la même situation. Vous ne serez pas, pardon, vous n'allez pas entrer en contradiction avec moi. Et il fallait quand même donner la solution à ces problèmes. Et jusqu'à présent, Félix Tshisekedi, président de la République, se bat pour ça. Surtout, il a trouvé gain à donner du côté diplomatique. Seule la diplomatie qu'il a trouvé qui peut résoudre cette affaire, ces problèmes que nous avons à l'est de la République. C'est pourquoi ici, vous comprendrez qu'après plusieurs négociations à Doha, avec le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'accord, la résolution 2773, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes à Washington, en train toujours de parler de cette affaire de l'Est. Tout ça, les autres peuvent dire que Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, je crois que c'est déjà grand. Malgré que les solutions arrivent petit à petit. C'est comme ça d'ailleurs avec la guerre. Nous connaissons les jours qu'a commencé la guerre, mais les jours qui finira la guerre, personne ne connaît. Mais quand vous parlez des solutions qui arrivent petit à petit, lesquelles solutions dont vous faites allusion? Déjà, ici, vous comprendrez, déjà c'était hier, avec le Conseil de sécurité de l'ONU, qui déjà tentait à trouver des solutions concernant l'accord entre la RDC, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Vous voyez déjà qu'il y a déjà des contraintes qu'ils ont déjà établies. Déjà, nous avons connu l'adversaire, nous connaissons déjà que c'est le Rwanda qui est en train jusque-là d'alimenter. Et c'est ça déjà presque les solutions déjà. Si vous connaissez celui qui vous attaque, c'est déjà une partie des solutions. Et maintenant, nous allons aller pour reconquérir notre sol. Alors, je reste encore avec vous. Comment est-ce que vous pensez faire chemin avec quelqu'un à double façade, Kagame, que tout le monde taxerait peut-être de ne pas être respectueux des accords, parce que ce n'est pas pour la première fois. Et d'ailleurs, les États-Unis ou les conseils de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas pour la première fois qu'ils disent haut et fort que c'est le Rwanda. Plusieurs rapports en ont déclaré, mais jusque-là, Kagame continue à présenter une attitude belliqueuse, comme le disent certains. Mais pourquoi espérer toujours continuer à négocier avec Kagame alors que vous savez qu'il vous fait très très mal? Mais c'est ça ce qu'on appelle la diplomatie. Moi, j'appelle ça la diplomatie agressive. Nous connaissons que c'est Kagame et nous devons continuer avec lui. C'est une pression que nous mettons sur lui ou sur son régime qui est chaque fois en train de menacer l'intégrité territoriale de la RDC. Mais d'un côté aussi, nous devons comprendre. Donc, nous signons des accords avec lui qui n'est pas peut-être exécuté. Or, en relation internationale, qu'est-ce qu'on dit? Que les accords sont exécutés de bonne foi. De ce côté-là, nous ne voulons pas nous cramponner sur ça. C'est-à-dire la RDC, avec la politique diplomatique que Félix Tshisekedi a mis en place. Nous ne nous cramponnons pas seulement sur ça. Mais il y a d'autres solutions, peut-être plus, qui est déjà en train d'être faite, qu'on mettra peut-être en marche. Très bien. Ça, c'est automatique, ça viendra automatique. Entre vous et nous, personne peut-être ne connaît, mais je vous rassure qu'il y a des solutions qui viendront pour que la RDC regagne son sol tout entier. Alors, M. Serge Taboko, et aujourd'hui, petit à petit, nombreux le disent, certaines voix aussi s'élèvent pour dire que Tshisekedi, dans sa diplomatie,
cherche à tout prix à exposer les États-Unis parce que la reconnaissance au niveau mondial, la puissance de Washington n'est plus à discuter. Alors, Tshisekedi joue à des replis stratégiques juste pour faire voir au reste du monde que, voilà, je suis prêt pour le dialogue, je suis prêt pour la paix, mais voici celui qui est en face de moi qui continue à m'agresser comme tel, et petit à petit, sa stratégie commence à réussir. En suivant déjà ce qui a été dit lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup, chers combattants. Il ne faut pas faire foi aux déclarations des amis qui soutiennent Tshisekedi, soit le gouvernement en place. Si vous parlez des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est un État à part entière, un État souverain comme la RDC. Au Congo, nous avons une constitution, nous avons le constituant originel qu'on appelle le souverain privé. Il y a l'article 5 de la Constitution, il y a quelqu'un, entre guillemets, qui s'est placé à la tête, entre guillemets, qui a gagné les élections. Il y a l'article 74 ou 74 qui dit, lorsqu'il prête serment de respecter la Constitution, il prête serment devant Dieu et devant la nation. Il respecte, je ne sais pas si je peux reprendre tout ce que j'ai dit. Non, continuez, c'est bien. Il a prêté serment devant Dieu, devant la nation, de respecter la Constitution et de protéger la population et l'intégrité territoriale. Alors, vous ne pouvez pas donner l'impression, ce que nous sommes, c'est comme si la RDC est devenue un État sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Je crois on va en venir. Vous venez de suivre récemment comment M. Trump est en train d'humilier notre pays, qu'il était là, on l'a demandé, on l'a supplié, venez s'il vous plaît, venez récupérer les minéraux en échange avec la sécurité. Mais lorsque vous avez prêté serment, avant même de prêter serment, dans la gestion moderne en démocratie, lorsque vous n'êtes pas aux affaires, vous avez ce qu'on appelle une vision, c'est-à-dire vous avez des idées. Lorsque, via un processus transparent, puis permettez-moi, si j'ai fait cette tautologie, je répète, je sais qu'il n'y a pas eu de bonnes élections, mais on fait avec. Via des élections dans un processus transparent, vous gagnez les élections, c'est-à-dire vous avez le choix de la majorité de la population, vous transformez ce que vous appelez, ce que je vais rappeler ici, la vision en vision programme. Vous transformez et vous avez ce qu'on appelle les objectifs en court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, quelle est la politique sectorielle? C'est-à-dire, ici, je fais allusion dans les secteurs de la sécurité. On ne peut pas parler d'un quelconque développement s'il n'y a pas la sécurité. Alors, dans les secteurs de la sécurité, qu'est-ce qui a été prévu par les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, notamment M. Tshisekedi? D'emblée, ça saute aux yeux qu'il y avait un vide. Donc, ils sont arrivés, c'est comme un cheveu dans la soupe. Donc, c'était vide, il n'y avait rien. Puis c'est pendant la campagne à cette époque, c'était Lingala, Tshisekedi nous disait, rappelait, nous bouchait des oreilles, il disait, dès que nous arrivons au pouvoir, vous nous donnez le mandat. Moi et mon ami Kamere, nous irons rester à l'est de la partie orientale. Puis à cette époque-là, il faut rappeler aussi ce qui est vrai. Sur le plan peut-être forme, on peut dire que l'RDC est en guerre. Mais sur le plan, dans le fond, sur le plan, puis nous avons la Constitution. Dans l'article 86, la guerre au Congo, ça se déclare. Donc on déclare la guerre au Congo. Le président, M. Tshisekedi n'a jamais fait ça. Donc, il a trouvé à cette époque-là l'insécurité. Certes, il y avait de l'insécurité. Puis ceci, une partie du territoire était occupée, comme il venait de dire tantôt ici, que la guerre pendant 30 ans, ce qui est vrai, en 96, on a été envahi. De 96, après 7 mois, la guerre avait pris fin. Il y a eu la coalition entre Laurent Désiré Kabila et ses alliés. Ils ont géré dans 2 ans. Après 2 ans, il y a eu des soubresauts, il y a eu des problèmes. De 98, après nous sommes allés encore dans les deuxième, ça c'est la deuxième guerre de 98 en 2001. Après il y avait la calmie, il y avait la paix. Nous sommes allés en transition, pendant la transition de 1+4 de 2003 jusqu'en 2005-2006. On a organisé les élections. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, le pays n'était pas occupé comme nous voyons aujourd'hui. Certes, il y avait de l'insécurité. Le régime passé parlait de la guerre asymétrique où le rebelle entre guillemets, il venait
venait, il tuait, après il fouillait. Mais on avait tous les Sakharin 5 territoires. Donc le pays était géré dans son entièreté. Donc voilà un peu la réalité. Donc il a trouvé, certes, l'insécurité, moi je ne peux pas dire qu'il a trouvé le pays était en paix. Certes, il y avait de l'insécurité, mais dans cette insécurité, Félix avait un mandat selon ses propos pendant la campagne de 2018, que dès qu'il arrive au pouvoir, il va exécuter son projet de société pour ramener la paix, afin de parler de construction, soit de développement de ces pays. Malheureusement, depuis que Félix est arrivé, je confirme encore mes propos introductifs, c'est que Félix n'avait pas un projet de société, il n'avait aucune idée, parce que parmi les missions d'un gouvernement notamment, c'est corriger les erreurs. Il a trouvé les secteurs de la sécurité étaient un peu titubés, n'étaient pas stables, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et après, si c'était même en 2018-2019, on pouvait comprendre. Il a trouvé un système qui était mis en place par ses prédécesseurs. Mais Félix, 7 ans après aujourd'hui, ça c'est la 8e année, je crois, dans quelques semaines ici, il va entamer sa 8e année. Ou Félix Tshisekedi continue à pleurer, mais les exemples sont légion. Nous voyons ici en face, Sassou Nguesso est arrivé aussi. Il a trouvé, il y avait des raisons dans 97. Mais Sassou ne continue pas à pleurer que j'ai trouvé le pays était infiltré. Le fameux Kagame qui nous malmène ici. Ils ont fait le génocide en 94. Kagame a trouvé, il n'a rien trouvé. Mais ils ont repris, ils ont organisé le pays dans moins de 2 ans. Ils ont mis en place une armée qui était capable même de désarticuler un grand territoire comme les Zaïre. Mais comment c'est après vous continuez à pleurer? Donc, les gens étaient pas prêts pour la gestion publique. Peut-être ils étaient ailleurs. Mais voilà un peu... je reste avec vous. Vous avez suivi les temps qu'a utilisé lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand les États-Unis, comme une nation puissante, dit les États-Unis utiliseront tous les outils à leur disposition, exigent retrait des forces rwandaises de la RDC. Est-ce que vous mesurez la guerre de l'Est juste face au Rwanda, alors que c'est une guerre qui a même impacté la sous-région? Vous ne voyez pas la dimension de cette guerre, non seulement à l'Est, mais regardez à quel point, à quelle profondeur cette guerre a même dénaturé la sous-région aujourd'hui. Il y a l'Ouganda qui s'est plaint, il y a le Burundi qui s'est plaint, et dans la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies, les acteurs, pour eux, ils ne voient pas que l'intérêt de la RDC. Il faut viser la guerre à une autre dimension que les taxés Tshisekedi, comme il dit l'acteur principal de la provocation. Vous avez raison de poser cette question, mais je vous supplie sincèrement, parce que vous insinuez, vous répétez plus d'une fois que les États-Unis c'était une grande puissance. Grande puissance par rapport à quoi? Je vous ai dit dans mon propos introductif, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est un État souverain de part entière comme d'autres États. Lorsque Trump parle, vous voyez les jeunes présidents coréens, je crois Pyongyang, lui aussi parle. Vous comprenez? Donc il ne faut pas donner l'impression que la RDC c'est un État sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Parce que l'État d'Amérique, c'est quand ils parlent, quand les États-Unis parlent directement. Non, c'est pas là, c'est pas ça la réalité sur le terrain. En dehors de ça, on va tenter peut-être d'aller dans le sens que vous voulez nous amener, mais entre les États, ce sont des intérêts, c'est un monde des hypocrites. C'est l'hypocrisie qui fait fonctionner les États. Chers compatriotes, essayez de jeter un peu un coup d'œil dans le passé. En 96, lorsqu'il a Fidel venait, mais les États-Unis d'Amérique ont fait des différents communiqués, mais ça n'a pas empêché que Mobutu soit chassé du pouvoir. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité où on a condamné Laurent Désiré Kabila, on a condamné le Rwanda, on a condamné ses alliés, l'Ouganda, mais ça n'a pas empêché que Mobutu puisse fuir. Ça, c'est pas. D'abord, en théorie de conflit, si vous essayez un peu d'analyser, depuis la mise en place du Conseil de sécurité, soit de cette organisation qu'on appelle Nations Unies, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie, c'est de la routine. Lorsqu'il y a des conflits au Moyen-Orient, partout, ils font des communiqués, mais ce n'est pas à ces États-là, même le Conseil de sécurité ne viendra pas se battre à votre place. Il y a des guerres, aujourd'hui par exemple la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Où est les États-Unis? Pardon, où sont les États-Unis? Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité?
Donc, c'est de la routine, faire de communiquer, mais le problème ici, c'est que le feedback, lorsqu'on vient, par exemple, nous sommes bénéficiaires d'une résolution, l'ami venait de dire tantôt ici, peut-être ça donnait le contenu, la résolution 2773. Une résolution qui était bénéfique pour nous. Et nous avions, via le CIDE et la MOUCA, via Solidaire, le président Martin Fayoul, nous avions demandé que nous puissions nous mettre ensemble, créer ce qu'on appelle les rapports de force. Parce que ce qui est vrai, hormis les incantations de l'équilibration utilisées par M. Feti Sekera en 2019, qu'il a trouvé une armée organisée structurée, nous savions que c'était juste un marché de dupes, c'était une façon juste de laver M. Kabila. L'armée était désarticulée depuis le départ de Mobutu. On peut dire même avant Mobutu, parce qu'il y a même des vidéos qui attestent ici, Ngwanda dit que l'armée avait des difficultés. L'armée n'a pas commencé seulement sous Kabila. Malheureusement, nous condamnons Kabila et Félix aujourd'hui parce que lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils ont trouvé que l'armée était désarticulée. 18 ans après, qu'est-ce que Kabila fait de cette armée? Félix aujourd'hui, 7 ans après, qu'est-ce qu'il a fait de l'armée? Donc, l'armée était désarticulée. Jusqu'aujourd'hui, l'armée n'est pas revenue comme ce fut dans les années 80, 70 et 80. L'armée zaïroise qui fait des espoirs. Donc, avec l'unité d'un peuple un peu plus unis, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Je vois dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup même de journalistes et d'autres Congolais qui envoient une vidéo ici. Il y a un message biblique, je crois, c'est Luc chapitre, dans le livre de Luc chapitre 14, partant du verset 31, où on dit, quel est ce roi qui peut penser livrer une bataille contre un autre roi s'il n'arrive pas à mesurer la capacité de ses moyens qu'il détient? De Félix Tshisekedi n'a pas de moyens. Mais les moyens qu'il peut avoir aujourd'hui, c'est le peuple, c'est l'unité du peuple. Malheureusement, Félix Tshisekedi a un agenda personnel, et c'est ce qui fait que nous puissions nous retrouver dans ce gouffre, dans ce désordre. Les rebelles sont en train d'avancer, et Félix, lui, il a un agenda personnel, il est en train de sillonner dans le monde, il pense que les Américains viendront se battre à sa place. Merci, M. Serge. Alors, M. Soulé, académien, à un certain moment donné, quand la volonté n'arrive pas à opérer sur le terrain, la force devra intervenir. Ça a commencé avec Bunagana, petit à petit la grande ville de Goma est partie. Aujourd'hui, Uvira, d'ailleurs, on se disait on peut tout tenter sauf Uvira, parce qu'il y avait de la confiance et un arsenal militaire de la haute facture. Mais Uvira est parti. Le secret de Tshisekedi, c'est jusqu'à quand la diplomatie, aussi longtemps qu'il n'y a que les lacs Tanganyika qui restent pour que ces gens-là traversent et mettent en mal les Katanga petit à petit. Est-ce qu'à un certain moment donné, le président Tshisekedi devient un mal profond? Vous n'avez pas ces risques? Le risque aussi est qu'il laisse ces pays dans une situation qui sera incontrôlable. Oui, Jamima, je voudrais d'abord vite répondre à ce que Pasteur Taboko dit tout à l'heure là, lorsqu'il chutait, il dit Tshisekedi n'a pas l'unité de la population ou du peuple. Moi, je crois qu'il ne doit pas dire ça. C'est le président de la République, c'est lui qui est légitime, c'est lui qui est légal. Tshisekedi jusque-là bénéficie de cette unité, bénéficie de cette confiance de la population. Sauf c'est eux qui mettent en tête que pour gagner peut-être la guerre, il faut aller en dialogue. C'est ça, il fait très, lorsqu'il parle de l'unité, je comprends déjà là où il va. Il est en train d'insinuer le dialogue. Il est en train déjà de voir qu'on doit passer au dialogue parce qu'ils sont déjà essoufflés peut-être financièrement avec leur autorité morale ou leur patron du parti politique. Mais ici, nous devons comprendre une chose, Pasteur Taboko, que le président de la République a trouvé une armée déjà dévastée. Si je dis dévastée, c'est pourquoi? C'est parce que cette armée-là n'était pas assise. Vous allez me dire, non, il a dit, lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait dit, non, j'ai trouvé une armée bien structurée. Ce n'est pas la structuration d'une armée qui va aller se battre. Mais ce sont ces soldats-là qui vont aller au front. Mais ces soldats-là, nous les avons trouvés comment? Nous avons une armée que j'appelle une armée Kibola-Bola, une armée Tchanga-Tchanga. Nous avons plusieurs Rwandais dans cette armée. Nous avons plusieurs Burundais, plusieurs Ougandais. Alors, ils ne se battent plus pour l'intérêt de la RDC. C'est pourquoi nous disons que l'armée est infiltrée. Alors,
travailler, aller en guerre, aller au front avec une armée pareille, moi je crois qu'on ne gagnera jamais. C'est pourquoi il recourt jusque-là à la diplomatie. Pour déjà répondre à votre question. Oui, ils ont pris des localités, ils ont pris des territoires, ils ont gagné des provinces, mais je vous dirais ceci, écoutez, lorsque nous sommes en train de nous battre pour récupérer ces sols, la population congolaise aujourd'hui se dit non, cette guerre appartient à Tshisekedi. Fayoulou, qui est aussi un pion majeur, dit cette guerre c'est Tshisekedi. Cette guerre c'est l'autre ici, la première ministre. Non. Nous devons tous nous unir. Vous demandez quelle union? Je ne sais pas. L'union. Vous demandez, vous allez continuer. Vous demandez à l'opposition de vous comprendre, alors que l'opposition vous suggère certaines propositions que vous rejetez facilement. Martin Fayoulou avait dit que ce qui est important et capital, c'est d'abord l'accord, le dialogue inclusif pour tous les Congolais, avant d'aller signer un quelconque accord en dehors de la nation. Vous n'avez pas écouté Martin Fayoulou. Voilà pourquoi il a dit récemment que le président Félix s'est fait piéger par son homologue Paul Kagame. Non, écoutez, est-ce que lorsqu'il nous demande l'accord, pardon, le dialogue inclusif, le dialogue inclusif, c'est ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'institution président de la République. C'est ça le dialogue inter. Qu'est-ce qu'eux veulent du dialogue? S'asseoir autour d'une table comme ça, il y a Jamie Maki, nous... Non, entre Congolais, entre Congolais. C'est ça, je vous démontre la pratique. Non, entre Congolais, l'opposition, majorité, société civile et les autres ensemble. Mais entre-temps, c'est le président qui est en place, en train de courir son mandat. Vous ne trouvez pas déjà que c'est un coup d'État? Mais si on veut sauver votre bilan, où est le mal? Non. Que nous dit la Constitution? C'est le président de la République qui est garant des bons fonctionnements des institutions. Ils peuvent proposer dans l'Assemblée nationale. On ne refuse pas les propositions de l'opposition. Il n'y a personne aussi qui va refuser le dialogue. Mais le problème, c'est de comprendre que d'abord, ces pays nous appartiennent. Nous devons soutenir d'abord les idées de celui qui est au pouvoir, qui est à la présidence. Mais eux ne veulent pas ça. Ils sont là pour tirer des ficelles. Aujourd'hui, vous voyez, c'est l'autre là qui se casse. Ou c'est là où il y a des rebelles, pour aller soutenir les rebelles. Vous avez suivi la déclaration de Museveni, qui a réclamé que l'Ituri faisait partie, ou fait partie du territoire ougandais. Vous ne voyez pas que petit à petit, l'ennemi n'est pas seulement Kagame, et petit à petit, l'Ouganda aussi commence à récupérer ou installer une philosophie conflictuelle sans qu'on puisse déjà précéder ou anticiper les idées qui peuvent aussi rebondir la situation d'un moment à un autre. Nous le disons tous les jours et vous posez une très belle question. Moi, je dis ceci. Là, je ne suis pas en train de défendre Félix Tshisekedi. Je ne suis pas ici comme on est en train de me taxer tous ces derniers temps que Academia, les Mangomango ne parlent plus au nom de l'Union sacrée. Non, je parlerai de mon pays jusqu'à ma mort. Qui n'attendent pas de ma bouche que je dirais, je parlerai d'un fait privé. Oui, mon parti politique et moi sommes dans l'Union sacrée, mais lorsque nous examinons comme ça, lorsque nous sommes en train de parler pays sur un plateau pareil, nous parlons pays. C'est pour émettre nos idées dans d'autres pays, dans des débats comme ça que nos dirigeants puisent nos réflexions pour que le pays aille de l'avant. Vous posez cette question, mais moi je l'ai dit tous les jours. Mais le président de la République doit voir ça de près. Nous sommes allés vers Washington. Et voilà Washington aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit de nous? Nous devons déjà pondre ces réflexions-là pour que le président de la République aussi, de son côté, tire aussi quelques réflexions. Même la question que vous posez, je vais marteler sur ça. Oui, Ouganda, il y a l'autre ici, Kamere, qui l'a dit au perchoir lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, qu'à part le Rwanda, il y a l'Ouganda qui continue à nous agresser petit à petit. Mais il n'y a personne qui a crié. D'ailleurs, il était lui enculé par ses collaborateurs même de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, moi je vous dis que l'Ouganda déjà aussi va nous porter préjudice bientôt là.
Burundi, n'en parlons pas. Nos 9 pays voisins là, ils sont en train d'envier la République démocratique du Congo. Mais nous croyons à qui? À nos dirigeants. Nous devons leur procurer aussi nos réflexions pour qu'ils sachent comment diriger. Parce qu'on ne peut pas aller seulement signer les accords et puis avoir confiance à ces accords qui sont couchés sur papier. Nous devons avoir d'autres précautions. Nous devons déjà chercher d'autres solutions, peut-être du côté militaire, voir comment recruter encore les militaires qui seront à la hauteur de défendre. Chaque fois, on nous prend des provinces sans que nous réagissons. Très bien, merci beaucoup. Alors, M. Serge Taboko, il y a une question qui a été soulevée. La question de l'attitude. On dit que si vous allez au Rwanda, vous sentirez une attitude nationaliste. En Ouganda, Burundi, ainsi de suite. Parlons du pays voisin, le pays frontalier, mais ici en particulier le Burundi et l'Ouganda. Mais quand on vient au pays, on ne sent pas une attitude nationaliste. Pourquoi ne pas comprendre que même si Martin Fayulu prit le pouvoir aujourd'hui, il trouverait la même situation que Tshisekedi? Et si cette attitude continuerait, vous ne voyez pas que le risque de rétropédalage, pourquoi pas arriver à un certain moment donné à faire tomber les épaules et comprendre que c'est une question nationale? Merci beaucoup. Votre question est tellement capitale. Il faut poser cette question que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, pourquoi les Congolais ne se mettent pas ensemble? Le nœud du problème, c'est les mots d'accession au pouvoir. Et si vous jetez même un coup d'œil dans l'exposé des motifs, on dit parmi les mots qui font que le Congo n'avance pas, notamment c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. C'est le nœud du problème qui fait que lorsque les Congolais ne se mettent pas ensemble, il y a eu des désordres. Et aujourd'hui, la malchance qu'on a, parce que des 60, peut-être en 96, c'était des conflits internes. Il y avait des Congolais peut-être qui se rebellaient de part et d'autre. Mais malheureusement, de 94, on peut dire de 94, mais effectivement 96 jusqu'à aujourd'hui, ça c'est maintenant, le conflit prend une autre tournée. C'est lorsque d'autres pays ont compris que sur le plan interne, ces gens-là ne sont pas organisés et qu'ils ne se mettront jamais ensemble. Voilà les temps profits, les temps opportuns pour essayer de désarticuler ces gens-là, pour leur prendre tout ce qu'ils ont. Donc le vrai problème c'est ça. Il faut commencer d'abord à répondre au problème de l'unité nationale. C'est-à-dire si quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement Félix Tshisekedi. Même si Fayulu était à la place de Félix Tshisekedi, que Fayulu arrivait au pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît en 2018, comprenez? Donc Fayulu aurait dû avoir des problèmes comme Félix a aujourd'hui. Parce qu'il ne pensait pas que même si on est des ignares ou quoi, il y a quelqu'un qui a gagné les élections, les autres pas négocier les élections et l'autre là va croiser les mains, il dit pas ce que si le pays va regarder, il y aura toujours des frustrations. Ça c'est naturel. Et vous avez la chance parce que Fayulu c'est un grand esprit. Je sais même pas, il a un mental d'acier, mais sinon parmi les Congolais qui peut-être allaient prendre les armes, c'était Martin Fayulu. Voyez? Donc voilà d'abord le nœud du problème, c'est ça premièrement. Deuxièmement, même prenons dans l'hypothèse, puis on peut dire que c'est partout là où il y a la calmie dans des pays, même ici en Afrique centrale, tous ces mondes ont gagné les élections. Non. Même dans l'hypothèse où vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas gagné les élections, mais lorsque vous arrivez aux affaires, vous imprimez une gestion orthodoxe, vous donnez la chance, même soit vous facilitez, même à vos... pas facilité. Vous enlevez les éléments de langage à vos dictateurs. Voyez? Je donne l'exemple par exemple. En 65, Mobutu n'a pas gagné les élections. Mobutu n'a pas gagné les élections, mais Mobutu a ramené la paix. C'est-à-dire qu'il a enlevé les éléments de langage dans les chefs de ces dictateurs qui pouvaient dire qu'il n'a rien fait. En dehors de ça, Mobutu a renoué les accords économiques avec les multinationaux, comme vous connaissez, FMI, Banque mondiale et tout ça, et le pays a commencé à respirer. À ce moment-là, Mobutu a eu maintenant la même mise sur ces dictateurs. Maintenant, la difficulté avec, par exemple, Félix aujourd'hui, c'est que vous arrivez dans des conditions que même les démons savent, et vous arrivez au lieu de corriger des erreurs, notamment la corruption, c'est-à-dire mener une gestion orthodoxe pour peut-être essayer d'étouffer les autres. Non, par rapport au régime passé, voilà, il y a quand même la transparence. Une justice distributive, il y a quand même la justice. C'est-à-dire vous essayez peut-être de mettre en place une armée républicaine. Ça allait peut-être lui donner un peu de l'épaisseur.
Mais vous venez, vous arrivez dans des conditions que tout le monde connaît, mais vous venez encore imprimer une gestion chaotique. Sous le régime Mobutu, on a volé. Sous le régime de Kabila, on a volé, mais on n'a jamais suivi. Pendant que le régime était encore en place, un ancien agentier passait dans des médias dire que quand l'argent vient, nous partageons d'abord avec les chefs de l'État, nous partageons l'argent, tout le monde partage, et on nous pose la question, mais comment toi tu es le ministre titulaire des Finances, pourquoi tu ne bloques pas? Il dit, mais si tu bloques, on va te tuer. Mais c'est sous Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant entre nous? Si on n'a pas les mandats de famille, qu'est-ce que vous voulez? Vous arrêtez les gens, vous volez l'argent. C'est-à-dire, laissons d'abord l'insécurité par exemple, parce qu'il va dire que comme c'est la chanson des incompétents de l'Union sacrée. Il a trouvé la guerre pendant 3 décennies. Maintenant, la salubrité. Lorsqu'il plaît, la ville est inondée. Lorsqu'il plaît, il y a des dégâts, les gens sont tués. Ils vont encore vous vanter une histoire, non, ce sont des catastrophes naturelles. Mais il y a d'autres pluies, la pluie, il pleut ici, il pleut aussi à Brazzaville. Mais à Brazzaville, il n'y a pas des inondations. À Brazzaville, il n'y a pas de dégâts. Donc nous sommes, je crois que c'est les 2 villes les plus proches du monde. Il n'y a pas de dégâts. Mais il y a des dégâts de l'autre côté, on dit que ce sont quoi ce que je viens de dire ici, des catastrophes naturelles. C'est inconcevable. C'est-à-dire même pour tirer des caniveaux, même pour nettoyer la ville, ça c'est un problème. Ça montre l'incompétence, ça montre le manque de professionnalisme, c'est-à-dire les gens n'étaient pas préparés. À ce moment-là, les petits esprits ne seront pas supportés. Je ne suis pas là pour encourager, parce que permettez-moi de peut-être le dire à la télévision, s'il y a des gens qui nous ont aussi, hormis le premier modèle pour moi, hormis Fayoulou, il y a Lumumba. Moi, Lumumba m'a inspiré d'aimer mon pays. Lorsque j'ai lu la lettre de Lumumba, un jeune à son âge là, aujourd'hui, moi, je suis plus âgé que Lumumba. Il prend le courage d'adresser une lettre à sa femme. Il dit peut-être je ne te verrai pas. Mais aujourd'hui, les jeunes, même à cause $1,000, $2,000, peuvent se faire corrompre. Alors quand j'ai vu son attitude, quand j'ai vu sa compréhension de la chose publique, j'ai dit, je vais. Et parmi ces gens-là, il y a aussi Meki Moukeba Daniel, permettez-moi de le dire. Moi, j'écris à Meki Moukeba. Pendant les marches, lorsque Meki Moukeba est sorti sous la rue, à l'époque là, Kabila a tué, je crois, dans les églises de marche avec l'église catholique. Et Meki Moukeba était à genoux, il a levé les mains, il a attendu qu'on puisse le tirer la balle. C'est le jour là que j'avais crié à ces messieurs-là. Et il y a aussi Daniel Safou. Mais aujourd'hui, Daniel traverse pourquoi? Parce qu'il y a des frustrations. Vous voyez tout ce qu'il est en train de décrire. Donc vous prenez le pouvoir, vous gérez dans ce que les Kino appellent Kiyanké. Vous défiez tout le monde. Mais vous donnez les éléments de langage aux autres. Donc, permettez-moi, je crois que je voulais d'abord répondre à cette question. Okay. Pourquoi il n'y a pas le patriotisme? Pourquoi? C'est ça le nez du problème. On n'a pas encore résolu la question de légitimité, la question des modes d'accession au pouvoir. Et depuis 60, c'est là réprime dans l'exposé des motifs. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, je répète encore, même si ce n'était pas Félix et que Fon était à la place de Félix Tshisekedi, il allait raconter les mêmes difficultés. Parce qu'on n'allait pas accepter que tu arrives dans des conditions que tout le monde connaît et vous imprimez une gestion chaotique. Vous devenez des milliardaires, des millionnaires, vous construisez, vous faites tout ce que vous voulez, et tout ce que vous voulez, pardon, et que les autres ne parlent pas. Mon frère, on allait peut-être se retrouver toujours à cette main. Avant de clore mon propos, permettez-moi de revenir un peu. Mon ami ici, il est dans tous les sens. J'ai écouté d'autres compatriotes de l'Union sacrée, surtout des communicateurs qui ont refusé de passer dans les médias. Ils ont dit, mais lui, je le salue quand même avec son courage, il vient quand même débattre. Mais il ne faut pas se contredire Félix. Félix, tu dis que Félix bénéficie le soutien de la majorité de la population. Félix, entre guillemets, vous avez dit qu'il a obtenu 73%, mais je te regarde en face, je te donne l'exemple, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine. Tout le monde sait que Israël a des alliés de grande taille comme les Américains, les Occidentaux. Mais lorsqu'on bombarde en Palestine, est-ce que tu ne vois pas le peuple? Tu ne vois pas le peuple sortir avec des cadavres pour dire que nous sommes prêts, venez nous tuer. Mais Félix, les rebelles avancent. Où se trouve ces 73%? Où se trouve? Je vois, au lieu que ce soit un événement spontané, mais je vois l'Union sacrée tenter de s'organiser pour imprimer des polos, chercher l'argent, comment on va donner à la population pour sortir. Parce que lorsque la ville tombe, mais ce sont des actions spontanées, donc le peuple, la population doit se mobiliser naturellement. Le peuple est 70% de la population qui a choisi Félix Tshisekedi. Le peuple ne doit pas attendre un mot d'ordre une semaine après, parce que vous êtes en train de chercher l'argent, comment vous allez corrompre la population.
En d'autres termes, il n'y a pas les 73%. En d'autres termes, il n'a pas eu 73%. C'était des chiffres, c'était du cosmétique. Deuxièmement, il dit encore, il a trouvé une armée. Non, là, tu contredis Fétisséké. Je t'ai dit que Fétisséké en 2019, il dit, j'ai trouvé une armée organisée, structurée, équipée. L'armée congolaise, je crois, c'était à la 7e position. Il félicitait Kabila, c'est pas moi. La vidéo existe. Mais toi, tu dis que c'est une armée infiltrée, il y a des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Félix, tu ne savais pas. Et maintenant, si prenons l'hypothèse que Félix a menti et que toi, tu as raison. 7 ans après, incapable de dénicher, parce que le régime de Félix Tshisekedi est capable d'avoir là où Kabila avait laissé l'argent. Mais le régime est incapable de dénicher des infiltrés que vous prétendez connaître. Alors, honte à vous. Un autre élément, il dit, lorsque Félix Tshisekedi, maintenant monsieur, si on n'avait pas l'armée, mais comment Félix a pris le courage de dire devant le monde, c'était à Lingala, il dit si il ose tirer seulement une seule balle, conformément à l'article 86 de la Constitution, je convoque le Parlement, c'est-à-dire les 2 chambres, je déclare la guerre, Kagame ne va pas passer la nuit dans sa maison, Kagame va fuir. Lorsqu'il parlait là, Félix il ne savait pas qu'il n'avait pas une armée. Mais où est la promesse de Félix Tshisekedi lorsqu'il était à Londres, lorsqu'il a promis aux Congolais que je vais faire de la RDC l'allemand de l'Afrique? Alors, Pasteur Serge, merci beaucoup. Monsieur Soulé Académien, à ce stade, les plus grands besoins, c'est l'accompagnement de tous ceux qui sont autour. Donc le peuple n'est pas avec Félix Tshisekedi, nous avons besoin de l'unité, de cette cohésion, parce qu'un peuple né, comme la guerre, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre par complicité. D'autres Congolais. J'ai fini par là. D'autres Congolais se laissent manipuler par Kagame Museveni. Appelons ces jeunes-là, mettons-nous ensemble, on va former un bloc pour stopper cette guerre. Merci, mais monsieur ce n'est pas l'union sacrée. Vous n'avez aucune vision et vous n'avez pas de solution pour répondre et résoudre. Merci beaucoup. C'est toi qui le dis. Ce n'est pas l'opinion. C'est après. Ce n'est pas l'opinion, c'est toi qui le dis. Monsieur Soulé, Monsieur Mango, j'aimerais comprendre ici pourquoi on ne sent pas l'efficacité du gouvernement d'accompagner le chef de l'État dans ses actions. Voilà pourquoi on vous accuse d'avoir fait un mauvais choix des animateurs du gouvernement. On soupçonne même certains ministres de ne pas être à la hauteur de leur poste vu leur parcours, vu leur cursus, soit scientifique ou professionnel. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le président Tshisekedi de revenir à zéro? Il y a un grand temps, avant 2028, de laisser quand même une décoration ou une histoire de tous ces combats de Tshisekedi quand il était vivant. Les animateurs posent problème. Et vous avez un opposant comme Martin Fayulu, qui a aussi du sang, qui a de l'eau pour rejoindre même la rébellion, mais il a quand même voulu être là. Il est resté nationaliste. Pourquoi pas rester autour d'une table et revoir la situation ensemble? Ça, c'est une particularité. On ne refuse pas. Le président est en pleine fonction de son mandat, mais la situation devient de plus en plus chaotique. Est-ce qu'il faudrait continuer à voir la situation telle que Jésus est en train de monter au ciel et patienter son retour? Pasteur Taboko, d'abord, l'armée structurée et organisée ne veut pas dire une armée forte sur le terrain. Ah bon? Voilà. Une armée structurée et organisée, c'est-à-dire il avait fait allusion à l'organigramme. Il a trouvé un état-major, il a trouvé des soldats. Mais comment sont ces soldats? Qui sont ces soldats? Qui sont ces militaires? C'est ça le problème avec vous. C'est cette confusion que vous prêtez chaque fois aux paroles ou aux mots du président de la République. Moi, ici, je réponds. Je ne parle pas seulement pour défendre le président de la République. Je vais apporter peut-être ma touche pour qu'eux comprennent comment peut-être il faut décanter la situation. L'armée que nous avons aujourd'hui, même si on la remettait aux États-Unis d'Amérique pour cette agression, on ne peut pas. Et moi, je ne trouve pas comment former, comment travailler une armée dans 5 ans. Je vous dis, je connais mon pays. Pourquoi il menaçait Kagame? Écoutez, de le frapper. Écoutez, suivez. Menacer Kagame, comment? Non, mais on calcule. Nous sommes en guerre. Les paroles d'un chef d'État, ça doit être les paroles responsables. Tu as fait la science politique, n'est-ce pas?
Nous sommes en guerre. En guerre, il y a ce qu'on appelle aussi des intimidations. Ah, c'était des intimidations. Non, moi je ne dis pas que c'est ça, c'était des intimidations. Mais il y a ce qu'on appelle aussi en relation internationale des intimidations lorsque vous êtes en conflit, n'est-ce pas? Ah bon? Alors, c'était des donc intimidations. ici, Non, mais il fait recours à la science. Si Mais vous avez c'est faussé ça, les la relations science. internationales, vous Ça, le contredire. il le sait. Ça peut faire partie de stratégie. Et le chef de l'État doit intimider notre État. moi je n'ai pas parlé du là. chef de l'État. Moi, je n'ai pas parlé du chef de l'État. Mais lorsque vous venez aujourd'hui, vous prenez par exemple une bombe, vous lancez pour ne pas peut-être tuer la population d'un coin. C'est ça une intimidation aussi. Vous intimidez déjà l'ennemi. Et aussi même avec les paroles. Ah bon? Oui, mais c'est comme ça, vous ne le savez pas. Bon, ici, je rentre dans les sujets. Pardon, dans votre question. Lorsque vous posez la question de savoir, pardon, j'ai même perdu l'idée de la question, si vous pouvez répondre, parce qu'il m'a pris encore... Non, c'est bien, c'est normal. Je vous ai demandé, on ne sent pas l'efficacité de l'accompagnement du gouvernement, parce qu'il y a un mauvais choix des animateurs. C'est bon. Donc, il y a quoi? Le gouvernement est composé par des individus. Et chaque fois, même nous dans l'Union sacrée, nous déplorons. Il n'y a pas les accompagnateurs de Félix Tshisekedi qui sont sur terrain. Ils ne sont pas aussi d'un côté de bonne foi. Et lorsqu'on dit comme ça, ils diront, qu'est-ce que vous faites? Non. C'est comme ça que je dis sur un plateau de télévision, en tant que leader d'opinion, nous pouvons apporter notre caillou, notre touche, pour que tout change aussi. Le président Félix Tshisekedi, chaque fois nous disons que ses accompagnateurs, son entourage n'est pas là pour lui aider complètement. Regardez dans tout ce qui se passe. Nous allons signer les accords, nous allons parler avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons parleurs pour convaincre d'abord en parole seulement Kagame. Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on a un souci de convaincre Kagame? Oui. On a l'obligation de fléchir Kagame. On a un convaincre veut dire quoi? Convaincre, c'est-à-dire qu'il lâche notre nation, lâche les pays. Il n'a pas droit à ces pays. Mais chaque fois, jusqu'à présent, Kagame est, comment on appelle, joue la médiane entre les internationaux et la RDC pour nous piller, pour nous torpiller les richesses congolaises. Est-ce que vous savez ce que la population attend de vous? Nous devons faire quoi? Nous devons avoir une armée forte. Chaque fois, on doit les reprendre. Donc vous rejoignez le pasteur Serge Taboko. C'est ce que je lui disais, on n'a pas une armée forte jusque-là. Lui n'a pas dit ça. Lui dit que nous avons une armée. Mais quelle est cette forme de l'armée? L'armée n'est pas forte sur terrain. Nous les voyons, n'est-ce pas? Ou ce sont les acteurs, ou c'est aussi l'armée. Pourquoi? Parce que on prend Goma, on prend Bukavu, sans nous laissons même notre armement, qui nous a aussi coûté cher. Mais le président de la République met en place les moyens, loi sur la programmation militaire. N'est-ce pas? C'est ça, c'est son souci aussi. Qu'est-ce qui manque au sein de l'armée? Qu'est-ce qui manque au sein de l'armée? C'est la logistique, la stratégie, ou bien il y a un problème de confiance? Il y a d'abord la stratégie et problème de confiance. C'est pourquoi vous voyez tout ça. Il y a ceux qui sont même là comme chefs de peloton, chefs de bataillon, mais qui ne sont pas avec nous. Et Tshisekedi n'est pas un magicien pour découvrir tout cela. Il découvre cela lorsqu'ils sont sur le terrain. Comment vous pouvez tous... Est-ce que c'est Tshisekedi qui leur avait dit non, laissez l'armement à Goma? Alors, et vous fouillez. Moi, j'aimerais comprendre. Aujourd'hui, ils viennent prendre encore Ouvira sans peut-être 3 coups de balle. Pour vous, qu'est-ce que Kagame a fait pour convaincre son armée et qu'on sente l'unanimité au sein de l'armée étrangère? Et que chez nous, qu'est-ce qui nous manquerait pour instaurer cette attitude de confiance au sein de l'armée congolaise? Vous savez, tous les jours où la République démocratique du Congo est en tiraillement ici, entre nous, Fayoulou qui dit, vous m'avez pris mes voix, l'autre qui sort, tu n'as pas gagné les élections, mais Kagame s'est préparé, c'est pas aujourd'hui, c'est pas en 2006, Kagame s'est préparé depuis longtemps.
Ce n'est pas aujourd'hui que Kagame est devenu millionnaire ou son pays est devenu comme un premier en diamant ou en or. Non, c'est depuis longtemps. Depuis longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, ils se préparaient, ils savaient comment ils vont même balkaniser les pays. Ensemble avec ceux qui sont plus dans l'opposition. Très bien. Travailler sur ça. Alors, mais nous, ici, nous sommes dans des distractions. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas la télévision ou ce n'est pas sur un plateau de télévision que nous allons donner des solutions. On peut remettre les pays, il l'a dit aujourd'hui à Fayoulou, mais il ne saura pas aussi mais dans ce contexte. C'est là même, c'est parmi les ambitions de la chaîne de télévision ou des débats ou des émissions. Oui, c'est ça. Proposer, analyser. Mais elles ne viennent plus analyser comme il faut. Ils jettent tout l'opprobre à Félix Tshisekedi comme si c'est Félix Tshisekedi qui est le propriétaire de ces pays. Alors, M. Serge Taboko, est-ce que Martin Fayoulou, s'il se considère comme patriote, est-ce qu'avoir des très bonnes propositions, pourquoi pas rencontrer Tshisekedi en tant qu'individu comme ça, frère, d'ailleurs d'une même église, que de patienter les dialogues, tout en sachant qu'il y aura des corollaires dans ces dialogues. Pourquoi pas proposer à Tshisekedi comme ça, les rencontrer, lui dire des vérités en face? C'est ce que moi je pense. Merci beaucoup. La réponse elle est claire et simple. C'est parce que Félix il fait partie du problème. Donc, vous avez posé une question très capitale ici. Peut-être il a essayé de balbutier, il a survolé. Vous dites que qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est fait que les militaires, tous les militaires rwandais puissent être d'accord avec la vision de leur président, M. Kagame, et que de notre côté, ça ne se réalise pas comme ça. La réponse, elle est simple. Vous voyez, ce qui se passe maintenant, sur le même tableau, soit la même philosophie, ce qui était fait ou ce qui était réalisé, ce qui était passé à 96. C'est-à-dire, il y a d'abord un marché de dip. Laurent Désiré Kabila n'a pas gagné les élections. Il est allé s'arranger avec les gens pour lui aider à arriver au pouvoir. Chacun avait son agenda. Ils arrivent, ils tournent le dos, ils veulent donner l'impression, je t'ai mis par là, ils veulent donner l'impression que c'est lui qui gagne les élections. Et chez les Tutsis, les Nilotiques, c'est la haute trahison. Mousseveni l'a dit, il a payé les prix. En d'autres termes, soit vous acceptez le schéma, vous acceptez être un marionnette, en attendant vous prenez le temps d'organiser l'armée comme Mobutu a fait. Il a été soutenu par les autres, c'est-à-dire la France, les États-Unis, ainsi de suite. Il a pris le temps d'organiser son armée et après il va lever la tête. La même chose pour Félix Tshisekedi. Il est arrivé là-bas dans des conditions que tout le monde connaît. Il y a eu des papiers, ils ont signé des documents. Félix a refusé même de nommer, conformément à l'article 78 de la Constitution, l'informateur pour lui donner la majorité. Kabouni, Moulang nous ont dit qu'on ne pouvait pas nommer l'informateur. Kabila a pris les 350 députés. Tout le monde sait ce qu'ils sont en train de dire ici. Il est arrivé dans des conditions que tout le monde connaît. Au lieu de respecter, il fait l'égocentrisme comme Laurent Désiré a fait. C'est-à-dire, montant la fin du monde que lui il a gagné ses élections, lui-même, il n'a de rendre compte à personne. Mais pour les autres, c'est comme ça, Nanga, c'est comme ça, Kabila a levé l'option, il dit, ils vont le combattre. Et malheureusement, c'est la population qui paye le prix. Donc c'était une question, soit la stratégie en fait, c'est que si je reste dans l'hypothèse que je dois aimer mon pays et que malgré qu'il n'y avait pas, les élections n'ont pas été bien passées, mais en fait, c'est qu'elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait que ça allait faire? Accepter d'abord être marionnette, comme lui-même me disait, là, j'ai subi des humiliations. Et s'organiser. De prendre le temps de s'organiser. Très bien. Ouais, prendre le temps de s'organiser jusqu'à mettre en place une armée capable. Mais c'est ce que Félix n'a pas fait. Merci. Directement en 2021. Quelle année les Rwandais mettaient leur armée? Non, parce que tu réponds facilement comme ça. C'est une communauté de Tutsis qui sont venus chasser les Hutus au pouvoir. Ils étaient organisés depuis l'Ouganda. Mais ici, toi, tu as organisé avec les gens qui ont fait le coup d'État. Kagame a commencé à organiser son armée avant même l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais tu ne comprends pas. J'ai dit que Kagame s'est organisé avec les C. Ils étaient ensemble depuis Ouganda. Ce sont des Tutsis qui se sont organisés. Mais pourquoi ils ne comparent pas Félix Tshisekedi, c'est deal avec Kabila. Avec Kabila, c'est deal avec Nanga, c'est deal avec Museveni, c'est deal avec Kagame. Et à la dernière minute, il cherche à dribbler ces gens-là. Au moment où il n'a pas encore aussi organisé l'armée. Comment?
Mais en 2021, il a récupéré, lui, il avait 32 députés, il a récupéré la majorité de Kabila. Comment vous faites des allégations que vous n'avez récupéré ça comment? Monsieur, dans le premier gouvernement de Lunkamba, ils ont dit ceci, dit l'accord. La sortie du gouvernement de Lunkamba était basée sur l'accord. Il y a eu un accord. Félix devait respecter l'accord. Il avait qu'un député. Comment il pouvait avoir la majorité? L'armée est faible par rapport à Rwanda. Non, en d'autres termes, Félix n'avait pas les petits dérangements, les missions. Alors, merci beaucoup. C'est pourquoi je ne comprends pas. Félix n'avait pas encore pris le temps d'organiser l'armée et nous payons les prix. Mais comment ça? Nous payons les prix. Et lui-même est passé dans les médias. Mais il y a une loi sur la programmation militaire. Ce n'est pas ça, on va organiser l'armée. Il est ménagé des bêtises. Mais c'est la loi de programmation organise l'armée. C'est ça, on va organiser l'armée. Présent à ces grands débats. La loi, c'est un cadre réglementaire. Mais l'armée, mettre des moyens sur son échelle de la FM, mais les moyens. Nous demandons la violence pour que nous puissions sortir notre pays dans ce tour. Pour la première fois, $1 million. Ma armée, $1 million. Vous avez parlé hier de $1 million.